Méfiez-vous des guides, des fois ils racontent n'importe quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui on va démonter une idée qui est répandue chez les guides touristiques, qui explique parfois pourquoi les statues équestres ont une ou deux pattes levées. Vous avez peut-être déjà entendu, pendant une visite touristique, un guide vous expliquer avec aplomb pourquoi le cheval de la statue de Philippe IV d'Espagne à Madrid ou celui de Louis XIV à Paris ont les deux pattes en l'air. Cette position serait la représentation symbolique de la mort au combat d'un personnage célèbre. Problème, Philippe IV est mort d'une infection intestinale et son neveu, Louis XIV, d'une infection à la jambe. Malgré ça, des guides s'accrochent à une thèse très répandue. Les sculpteurs avaient un code pour rendre visible la façon dont le cavalier était mort en fonction de la posture des pattes du cheval. On dit que si le cheval a deux jambes avant en l'air, le cavalier est mort au combat. Si seule sa jambe droite est levée, le combattant a été assassiné hors du champ de bataille. Si la jambe gauche est en l'air, il a péri des suites de ses blessures au combat. Et si les quatre jambes du cheval sont bien ancrées au sol, c'est que le décès de notre homme n'a rien à voir avec une bataille. Et ça, c'est n'importe quoi. Si l'anecdote est sympa, il semble hélas qu'il s'agisse de ce qu'on appelle une légende urbaine. Alors si parfois cette représentation colle effectivement avec les causes de la mort d'un souverain ou d'un autre personnage illustre, ça relève plus du hasard que d'une convention artistique. Les historiens ont depuis longtemps débunké cette théorie, née au XIXe siècle. Ils n'ont jamais trouvé aucun document qui aurait permis aux sculpteurs de suivre cette prétendue convention, aucune correspondance qui aurait permis aux artistes de se mettre d'accord avant de couler la statue. Sur les 15 statues équestres présentes à Londres, 9 matchent à peu près avec la conjonction du nombre de pattes levées et de la cause du décès, mais ça reste insuffisant pour la confirmer. C'est encore pire à Washington, où seulement une statue sur 3 colle avec cette théorie. Et c'est un constat qu'on peut faire à peu près partout en Europe. Les sculpteurs ne cherchaient pas à symboliser la raison de la mort du cavalier par la posture du cheval. Elle relevait plutôt de contraintes techniques, esthétiques, et permettait de symboliser le caractère plus ou moins fantasmé du cavalier ou de la cavalière. Alors pourquoi les guides racontent cette histoire ? Parce que souvent, ils racontent une histoire qu'ils ont apprise auprès des autres, mais aussi souvent pour plaire aux visiteurs. En tant que visiteur, on aime les histoires faciles à comprendre et à retenir, et surtout, on aime décrypter des secrets. D'un seul coup, on a accès à un code caché, une clé facile pour donner du sens à toutes les statues équestres de l'endroit qu'on est en train de visiter. Pour ça, il suffisait de faire abstraction des postures qui ne respectent pas le code, et c'est le cas à Madrid. Cette rumeur, qui entre dans la catégorie des légendes urbaines, est certainement née aux États-Unis. Après avoir observé les statues de la bataille de Gettysburg, certains se sont rendus compte qu'on pouvait faire une corrélation entre la posture du cheval et la mort de son cavalier. Ça marche pas à tous les coups, mais suffisamment pour inventer cette règle, une règle qui était suffisamment séduisante pour qu'elle se diffuse ailleurs dans le monde. Et je dis pas ça pour discréditer les guides, je suis guide moi-même, mais je voudrais mettre en lumière un problème. On aime quand les histoires sont belles, simples ou croustillantes, et les guides sont parfois obligés d'utiliser ce genre d'anecdotes pour capter l'attention de leur audience. À Madrid, les guides ajoutent un complément à l'histoire de la statue de Philippe IV. Mais cette fois, cette histoire est vraie, ou presque. Le cheval se tient sur deux jambes grâce à une prouesse technique. Jusque-là, quand on voulait faire ce genre de sculpture, on devait l'ancrer à un pilier, un arbre ou à un autre élément qui supportait en partie le poids de la structure. Pour ce projet à Madrid, on retrouve l'implication de 3 personnes, Velázquez, Tacca et Galilée. Diego de Velázquez, le peintre officiel de la cour, va envoyer le portrait du roi au sculpteur italien Pietro Tacca. Lui voulait faire une statue équestre reposant uniquement sur ses pattes arrière, mais il est confronté à un problème d'équilibre et de force. Un problème qui jusque-là n'avait jamais été résolu. La tradition historiographique dit que c'est son ami Galileo Galilei qui a résolu le problème en plaçant tout le poids du cheval dans la queue et les pattes arrière. Sauf qu'on n'a aucune preuve de cette implication du scientifique italien. C'est une belle histoire, mais elle n'est pas sourcée. Ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est la première fois qu'on faisait une statue de cheval, cabrée, en bronze et sans support.
Et ça, contrairement à cette histoire de pâtes, c'est vérifiable. Et d'une façon générale, c'est un bon réflexe que de revenir sur une information qui nous a marqué, toujours croiser les sources et vérifier les informations. Parce que les informations, elles sont de plus en plus fluides, elles sont de plus en plus artificielles, de plus en plus numériques. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, le doute et la vérification doivent faire partie de notre hygiène intellectuelle. Alors si vous venez à Madrid, je vous raconterai l'histoire de la ville et de l'Espagne, en m'efforçant de vous donner que des informations vérifiées et sourcées. Et parfois en racontant quelques petites anecdotes pour garder votre attention. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la partager, de la liker, de la commenter, et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Hasta luego.